Nous sommes à la fin du 19e siècle, début du 20e, quand petit à petit se profile une crise qui, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'avenir de l'espèce humaine. Les réserves naturelles d'une ressource importante s'épuisent de plus en plus vite, ce qui a pour conséquence de doper un marché qui est déjà hyper tendu. Les prix d'un élément devenu totalement incontournable pour l'agriculture et l'alimentation de la quasi-totalité de la planète s'envolent. Les engrais. Une notion qui est souvent négligée est que bien qu'il soit essentiel à la croissance des êtres vivants, aucune plante et aucun animal n'est capable d'assimiler directement l'azote. C'est seulement par l'intermédiaire de bactéries, qui sont capables de le fixer, qu'il est à son tour disponible pour les autres êtres vivants. Mais c'est un processus qui prend du temps, trop, face à la demande toujours plus importante de la population grandissante. Le guano, qui est composé pour la plupart d'excréments d'oiseaux ou bien de chauves-souris, est devenu la ressource la plus précieuse du Pérou. Elle est incontournable pour aider les sols appauvris et déjà surexploités d'une bonne partie de l'Europe, des États-Unis et vraiment quasiment tout autour du monde. La population mondiale explose. Et les méthodes traditionnelles ne permettent pas de faire face à la demande et à un marché qui est en tension. En complément, d'autres alternatives sont mises à contribution, comme par exemple des minéraux du désert de l'Atacama. Mais dans ce climat instable, aux ressources limitées, ce n'est qu'une solution temporaire. Pour pallier au problème, une multitude de recherches et d'expériences sont mises en place. Le but étant de trouver une alternative issue de la chimie, afin de créer un engrais de synthèse qui puisse être produit de manière industrielle. La tâche n'est pas simple. Il faudra plusieurs essais infructueux à travers le monde, dont certains avec des conséquences vraiment malheureuses, avant de trouver une solution viable. Comme rien n'est simple, elle se présentera en deux étapes. D'abord, Fritz Haber, chimiste de talent, mettra au point le procédé robuste et fiable qui permettra de tirer un fertilisant de l'air ambiant en 1909. L'expérience s'étant déroulée dans un tube de 70 cm par 13 de diamètre, sa découverte ne permet pas de le produire en grande quantité. Il faut dire que les pressions et températures nécessaires pour accomplir ce petit miracle sont pour le moins extrêmes pour l'époque. Il n'existe donc pas de contenant de grande dimension capable de subir un tel traitement. C'est là que Carl Bosch, qui avait rencontré Fritz Haber un an plus tôt, vient à sa rescousse. Et un peu moins de 4 ans plus tard, le tube fait maintenant 8 mètres de haut. Le procédé Haber et Bosch est né. Il permet de faire réagir le dihydrogène avec le diazote contenu dans l'air à l'aide d'un catalyseur en fer qui contient de l'oxyde de potassium. Le tout à une pression de 15 à 25 mégapascales et une température variant entre 300 et 550 degrés. Il y a un siècle, l'ammoniac venait à la rescousse de la population mondiale qui subissait une crise alimentaire sans précédent, qui n'aurait fait que s'aggraver face à la pression démographique. Aujourd'hui, elle pourrait venir à la rescousse de l'hydrogène et devenir une des énergies renouvelables majeures, voire même un carburant vert pour nos voitures. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui nous vient du Canada. Il y a quelque temps déjà, j'ai reçu un message sur Facebook d'une personne qui est vraiment, mais alors, vraiment, totalement passionnée par ce sujet. Ce qui m'a vraiment fait très plaisir. En vous la faisant courte, il m'a posé cette question. Que pensez-vous des voitures à l'ammoniac ? J'ai mis un peu de temps, désolé, mais depuis le lancement de cette chaîne, les choses ont été relativement folles pour moi, et pas toujours dans le bon sens. Vu qu'il m'a autorisé à le citer, mon ami Kikouzef, les 2 prochaines vidéos sont pour toi. Parce que le sujet de l'ammoniac est un peu complexe et que je ne l'ai pas abordé avant. Il mérite donc un peu de contexte et pas mal d'explications. Je vais y consacrer le temps et les moyens nécessaires pour le traiter correctement. Dans cette première vidéo, je vais aborder le sujet de la production d'ammoniac et son potentiel d'application. Dans la suivante, je me focaliserai plus sur l'ammoniac en tant que carburant de substitution. Où que vous cherchiez, vous verrez que l'ammoniac est le second produit chimique le plus produit au monde. En termes de masse, annuellement, les chiffres varient suivant les sources, mais ça représente 130 millions de tonnes. Et la raison essentielle d'un tel besoin est expliquée dans l'introduction de cette vidéo. Elle utilise 3/4 à 4/5 de la production mondiale. Mais l'ammoniac a aussi d'autres applications,
comme notamment les solvants, les réfrigérants. Il peut être utilisé pour la fabrication de produits plastiques, pharmaceutiques, textiles ou bien encore des explosifs. Ça n'est pas anodin comme info, car aujourd'hui l'ammoniac est toujours produit avec le procédé Haber-Bosch. Mais justement, en quoi ça consiste exactement? Concrètement, en majorité, le méthane naturel est utilisé pour produire de l'hydrogène, par le procédé du reformage du gaz naturel à la vapeur d'eau, ce qui libère au passage 6 tonnes de dioxyde de carbone pour chaque 1,1 tonne d'hydrogène. J'ai abordé le sujet dans la vidéo Où en est le véhicule d'hydrogène en France. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Puis cet hydrogène est ensuite mis en réaction avec l'azote atmosphérique pour produire de l'ammoniac. Pour y parvenir, on brûle du gaz naturel pour fournir la chaleur et la pression nécessaires à cette réaction. C'est un procédé là aussi qui génère beaucoup de dioxyde de carbone ou du protoxyde d'azote, souillant au passage les nappes phréatiques. Ce qui était une solution valable au début du XXe siècle est devenu un fléau environnemental, car il s'appuie sur les hydrocarbures nécessitant pas moins de 5% de la consommation de gaz naturel mondial, ce qui représenterait 2% des émissions de gaz à effet de serre. À ce stade, on se rend compte que l'ammoniac a les mêmes problèmes que l'hydrogène. Une solution intéressante, pleine de potentiel, qui offre une solution écologique pour le consommateur, sans émission de particules ou gaz polluants, mais qui souffre de très gros problèmes de mise en œuvre, qui à eux seuls suppriment quasiment tous les bénéfices si on veut obtenir une énergie vraiment propre et renouvelable. Les similitudes entre l'hydrogène et l'ammoniac ne s'arrêtent pas là. Ce n'est pas étonnant vu que l'un rentre dans la composition de l'autre. Donc il existe un classement par couleur en fonction de la manière dont ils ont été produits. Toutes des alternatives bleues, vertes et turquoises ont été mises en place pour permettre de reconnaître quand l'ammoniac a été produit de manière renouvelable et propre. Ce qui peut donc paraître être son défaut majeur pourrait tout aussi bien devenir son plus gros avantage. Pourquoi? C'est assez simple. La recherche de sources d'énergie alternatives propres est devenue une nécessité totale. Trouver des solutions aujourd'hui est la seule manière de garantir qu'il y aura un demain heureux pour l'espèce humaine. Bien entendu, il faut rester vigilant, et je comprends par exemple les craintes face aux véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Et l'intérêt toujours plus important du secteur pétrolier pour cette énergie, ce qui peut paraître surprenant et on peut douter de leurs bonnes intentions. Attendant sans doute que les alternatives vertes manquent à leurs promesses pour venir sauver le secteur. Mais il faut bien se rendre compte que l'hydrogène est déjà une ressource abondamment utilisée pour notre alimentation de tous les jours. Sans que ça soit vraiment perceptible pour le consommateur d'ailleurs. Donc, soit on peut se focaliser seulement sur comment on a fait les choses pendant des décennies, voire des siècles de manière plus ou moins discutable, soit on peut ouvrir les yeux sur ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui et maintenant, pour construire un avenir meilleur. Partout à travers le monde, de nombreuses personnes travaillent à trouver des solutions pour que l'hydrogène devienne enfin une énergie propre. Aujourd'hui, l'hydrogène vert n'est sans doute pas le plus produit. Mais il arrive et il va se démocratiser, de la même manière que la production d'énergie renouvelable va de plus en plus remplacer la production d'énergie fossile. Aujourd'hui déjà, au niveau mondial, la production d'électricité verte revient moins cher que sa production fossile équivalente. Je vous mets le lien dans la description, il y a des vidéos très bien sur le sujet. Donc la partie hydrogène de cette équation ne peut que s'améliorer au fur et à mesure que les innovations se mettent en place et que la part de production renouvelable et verte augmente jusqu'à la remplacer totalement. Ce qui veut dire aussi que les avancées positives dans le domaine de la fabrication de l'hydrogène auront un impact positif équivalent pour la production d'ammoniac, et vice-versa. Car nous allons voir un peu plus tard que l'ammoniac a un petit tour dans son sac qui pourrait venir alléger encore un peu le problème de l'hydrogène. Une fois qu'on a passé le problème de sa production, un autre challenge nous attend. L'hydrogène est difficile et cher à stocker ou transporter. Du coup, on peut se demander pourquoi l'hydrogène est un élément de choix en premier lieu. C'est parce qu'il est capable de stocker de l'énergie de manière très efficace. Il a une très grosse densité énergétique et il a le pouvoir de conserver cette énergie durant de très longues périodes. Néanmoins, c'est au prix de challenges techniques, comme sa très faible densité à température ambiante. Par comparaison, le gaz naturel est 3 fois plus dense.
De manière à le stocker et à le transporter, il est donc nécessaire de le refroidir à moins 250 degrés. À cette température, il devient un liquide. On peut aussi le pressuriser entre 100 et 300 bars. Vous vous doutez que ce sont des procédés qui nécessitent beaucoup d'énergie, ce qui génère une perte de 30% du potentiel énergétique de départ. Mais nous obtenons malgré tout, de cette manière, un composé dont la puissance est de 40 kWh par kilo. À titre de comparaison, les meilleures batteries au lithium offrent 280 watts par heure par kilo. Autre inconvénient, cependant, c'est un gaz très réactif. Il a tendance donc à dégrader et fragiliser le contenant dans lequel il est stocké. Autant dire que c'est pas idéal lorsqu'il est nécessaire de le transporter dans une cuve en acier pressurisé, ou bien via des pipelines. Pour pallier à tout ça, une des solutions qui s'offrent à nous est de le combiner avec de l'azote. L'azote, pour information, représente 78% de l'air que nous respirons. Et de cette manière, on obtient de l'ammoniac. Il permet de stocker l'hydrogène bien plus efficacement. Par exemple, sur une période de 6 mois, le coût est divisé par 30. Ça s'explique notamment car l'hydrogène se liquéfie à moins 253 degrés Celsius contre moins 33 degrés pour l'azote. Et si on doit le comprimer, 10 bars suffisent contre les 100 bars qu'on a vus tout à l'heure. De la même manière, il n'interagit pas avec l'acier comme le fait l'hydrogène. Il est par conséquent 3 fois moins cher à transporter, que ce soit par la mer ou par la route. Une économie monétaire et surtout énergétique majeure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Et si jamais vous vous rappelez les graphiques de ma vidéo sur l'hydrogène, ça commence à redistribuer les cartes en faveur de l'hydrogène et de ses dérivés. Petite info intéressante, une des conséquences très surprenantes et relativement contre-intuitives, c'est que l'ammoniac, à volume équivalent, détient 50% de plus d'hydrogène que l'hydrogène tout seul. Si on veut récupérer l'hydrogène, il faut à nouveau séparer les atomes d'azote et d'hydrogène. L'azote ayant un lien atomique très fort, il est nécessaire de les comprimer à 250 bars à des températures de 400 degrés Celsius, dans des tours d'acier où est placé un catalyseur qui aidera à libérer un atome d'azote. Cette opération coûteuse en énergie est néanmoins toujours avantageuse en comparaison du stockage de l'hydrogène. On voit déjà que l'ammoniac a des propriétés intéressantes. Il reste malgré tout la deuxième partie de sa production qui reste problématique. Il faut rendre cette partie du procédé Haber-Bosch plus économique et plus écologique si on veut une énergie la plus renouvelable et la moins polluante possible. Et là, on peut compter sur l'ingéniosité humaine et sur la chance ou le hasard, comme vous voudrez l'appeler. Des chercheurs de l'université de Monash, à Melbourne en Australie, pourraient être sur la bonne voie, sans vraiment le vouloir, en essayant de fabriquer de l'eau de Javel à partir de l'électrolyse de l'eau salée. Brian Suryanto et Doug McFarlane ont trouvé une solution pour supprimer le besoin en gaz naturel, en utilisant le principe relativement équivalent à l'électrolyse de l'eau pour l'hydrogène, mais avec des électrolytes qui sont utilisés pour les batteries au lithium, une sorte de pile à combustible inversée. Dans cette configuration, il s'est avéré que des sels de phosphonium pouvaient produire de l'ammoniac de manière très efficace et permettaient même de s'affranchir de l'hydrogène. Nous avons donc une réaction à température ambiante, ce qui apporte un gros gain énergétique. De plus, le rendement est actuellement de 69%. Donc, c'est quasiment 10% de mieux que la meilleure méthode de production utilisée actuellement. Pour aller un peu plus loin dans l'explication, voilà comment ça se passe. De l'électricité est produite avec une source renouvelable. Elle vient alimenter une réaction d'électrolyse avec des anodes et cathodes recouvertes de catalyseurs spécifiques, avec une membrane séparant le tout, baignant dans un électrolyte, les conditions d'électrolyse. L'eau réagit avec l'anode pour former des ions d'hydrogène. Le gaz d'azote est injecté sur le côté de la cathode et se recombine avec des ions d'hydrogène pour produire de l'ammoniac. Le tout dans des conditions de température et de pression basses. Ce procédé est très effectif. En revanche, il n'est pas très rapide. En parallèle, une autre méthode est en cours de développement au Colorado, à l'école des mines. Elle fonctionne relativement de la même manière que la pile à combustible inversée de l'université de Monash. Mais elle est composée de céramique.
Elle est donc capable de supporter des températures bien plus importantes, ce qui permet d'opérer 500 fois plus rapidement. D'autres projets sont en cours de développement à travers le monde pour accélérer ce type de réaction. En Australie, par exemple, le CIRO développe un réacteur à membrane, qui est un assemblage de 2 cylindres concentriques, chauffés à 450 degrés, de l'hydrogène injecté dans l'espace entre les deux tubes, qui sont tapissés d'un catalyseur, sépare les deux atomes. Une fois séparés, ils sont capables de passer à travers le tube pour réagir avec l'azote qui se trouve à l'intérieur. L'azote est séparé quant à lui par un catalyseur, le palladium, qui recouvre la surface interne du tube central. Les ions d'hydrogène et d'azote se recombinent pour former de l'ammoniac. C'est une réaction plus rapide que celle produite par l'électrolyse, mais seule une portion de l'hydrogène réagit. Donc des études sont en cours pour améliorer le procédé, même si l'hydrogène qui n'a pas réagi sera recyclé. On voit que pour l'instant, il est difficile de concilier rapidité et rendement, qui sont tous deux nécessaires pour garantir une application commerciale. Néanmoins, les études et les tests sont toujours en cours, et les résultats obtenus jusque-là sont tout de même très encourageants et offrent de belles perspectives pour cette énergie pour l'avenir. L'ammoniac jusqu'ici ne manque pas d'intérêt, mais son utilité ne s'arrête pas là. Puisqu'il peut stocker de l'hydrogène à moindre coût, il peut tout aussi bien être utilisé à des fins de stockage d'électricité. La production d'énergie renouvelable ne peut pas être contrôlée de manière précise. Elle dépend de facteurs qui sont en dehors de notre contrôle. Il y a donc une forte demande d'applications permettant de stocker ces énergies renouvelables au fur et à mesure qu'elles sont produites, de manière à les redistribuer en fonction des besoins. Le stockage sous forme chimique est donc une solution tout à fait acceptable et l'ammoniac apparaît comme une solution efficace. Qu'on le sépare de son hydrogène ou qu'il soit converti à nouveau sous forme d'électricité via une pile à combustible. Un autre gros atout qui vient s'ajouter à la liste de l'ammoniac et qui fait vraiment défaut à l'hydrogène, c'est un réseau de distribution, transport et stockage qui est éprouvé, fonctionnel et efficace. Il existe toute une infrastructure qui est en usage constant sur la planète entière. Car l'ammoniac, c'est un marché estimé à près de 65 milliards d'euros. Et les projections prédisent une augmentation de 5,5 milliards d'euros sur les 5 ans à venir. Et maintenant, un avenir comme carburant se profile pour l'ammoniac et j'aborderai ce sujet dans la prochaine vidéo. Maintenant, pour clarifier ma position face aux énergies renouvelables et aux carburants alternatifs, je ne suis pas à titre personnel pour ou contre l'hydrogène, les batteries au lithium, l'ammoniac, planter des arbres ou capturer le carbone, et j'en passe. Je ne suis dans aucun de ces camps, parce qu'en réalité, je suis dans tous les camps. Je suis personnellement convaincu que si on veut botter le cul au changement climatique, il faut mettre en œuvre absolument toutes les solutions. S'il y a une leçon que nous devons apprendre de la nature, c'est que l'équilibre et la diversité sont les éléments de la réussite. Cette harmonie a été la formule du développement de la vie, qui a été la clé de la biodiversité sur cette planète qui est absolument extraordinaire et dans laquelle nous vivons. Nous l'avons jusque-là pas mal surmenée. Apprenons d'elle pour mieux nous en occuper et la soigner, car au final, ce n'est pas tant elle qui est en danger. C'est la vie telle qu'on la connaît et cette unique biodiversité. Nous pourrions très bien ne pas lui survivre, mais elle continuera sans problème de tourner. Elle nous aura sans doute très rapidement remplacés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'ammoniac comme source d'énergie ou de stockage d'énergie? Est-ce que vous pensez que l'hydrogène vert va remplacer le marché existant? Que pensez-vous de la pile à combustible inversée? Personnellement, je trouve ça brillant. S'ils arrivent à une version qui produit un volume conséquent, rapidement, ils auront entre leurs mains une solution qui va révolutionner complètement le marché. C'est aussi pourquoi je pense qu'ils ne vont certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez me le faire savoir, vous pouvez liker en bas. Et si vous appréciez ce genre de contenu ou ma manière de le traiter, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette vidéo ou parler de cette chaîne autour de vous. Je reviens, en tout cas j'essaye vraiment de revenir chaque semaine avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous voudriez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous, ou bien envoyez-moi un mail, ou encore joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour démêler les connaissances. D'ici là,
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.